pas qu'il y ait d'interférence. Merci. Donc, l'idée de ces cafés CAC, c'est une rencontre d'1 heure et demie, euh, c'est d'échange sur une thématique donnée. C'est aussi un temps où on échange sur nos actualités associatives et politiques. Alors là, on est trop nombreux, évidemment, pour faire un tour de table, mais ce que je vous propose, c'est d'utiliser le chat pour nous faire part d'actualités associatives, politiques que vous voulez partager. Et par ailleurs, notamment dans le cadre du contexte politique actuel et des coupes budgétaires et de la disqualification politique des associations auxquelles on assiste actuellement, on est en train d'organiser au collectif un comité d'action qui modestement appelle à un soulèvement associatif. On vous mettra le texte dans le chat, le lien vers le texte. Et donc, je vous propose aussi de faire remonter éventuellement les coupes, les effets de ces annonces que vous pouvez observer chacun et chacune dans vos territoires. Et je vous invite aussi à participer à ce comité d'action qui va se réunir juste derrière. Donc, on vous mettra aussi le lien à midi, qui se réunira régulièrement. Et la première réunion aura lieu ce midi. Là, on est ensemble dans le cadre des travaux. Enfin, ce Café CAC s'inscrit dans la poursuite des travaux de notre observatoire citoyen de la marchandisation des associations, qui, depuis un moment maintenant, décrypte les effets des investissements à impact sur les associations, sur les pratiques associatives, avec, on le voit, le développement des startups à impact, des entreprises à mission qui viennent s'installer sur des secteurs qui étaient jusqu'alors essentiellement portés par des associations. Je vous rappelle, les investissements à impact, c'est cette idée qu'on peut faire du bien et du profit en même temps. Et donc avec cette notion de mesure d'impact social ou écologique. Et donc ce matin, on va essayer de décrypter les effets sur les associations. C'est une étape de travail pour essayer de mieux comprendre ces effets. Une étape qui va venir jalonner ce travail-là va être aussi la sortie éventuelle d'un numéro de la revue Transrurale sur ce sujet qu'on a appelé, on l'a appelé l'effet Canada Dry, c'est-à-dire que certaines structures ont le goût de l'associatif, ont les couleurs de l'associatif, mais elles ne sont pas non lucratives. Donc, c'est des entreprises à mission ou des startups à impact qui s'installent dans des secteurs, on le verra, comme le réemploi ou les épiceries sociales et solidaires. Et ces acteurs marchands, ils questionnent notre modèle associatif et interrogent beaucoup d'entre nous. Comment on coopère avec ces structures sur les territoires, quels effets ils ont sur nos associations, sur nos pratiques, quels effets elles ont sur les personnes directement concernées. Et ce qu'on observe, et aussi, c'est aussi les travaux qu'on mène avec le Transiscope, c'est qu'elles viennent questionner cette notion d'alternative, et Florent nous expliquera comment justement cette question de qu'est-ce qu'une alternative est venue faire émerger aussi ce sujet au sein du Transiscope. Ce qu'on peut déjà, ce que je peux un peu pointer comme effet qu'on commence à décrypter, c'est déjà que ces acteurs donc qui s'inscrivent dans une visée lucrative récupèrent aussi des financements publics. Donc on peut voir une sorte de vase communicant au détriment des associations. On peut voir aussi qu'ils lèvent des investissements parfois très importants, qui allient retour sur investissement avec parfois aussi une défiscalisation. Par exemple, l'entreprise à mission Ferme en Vie propose à la fois un principe d'investissement,
une réduction d'impôt de 25% sur le montant investi et une exonération de l'impôt sur la fortune immobilière, donc un mixte comme ça qui peut être très attirant. Et puis l'entrée de ces acteurs marchands, parfois en nombre, installe un marché concurrentiel qui risque aussi de faire basculer les associations, de faire basculer fiscalement les associations, et ça pose vraiment une question de survie associative. Ces acteurs se présentent aussi souvent comme pionniers, comme innovants, comme modernes, et invisibilisent tout le travail plus ancien, plus lent et plus collectif. Et puis surtout, là où ils sont, là où il faut vraiment décrypter le phénomène, c'est que ils mettent en péril la notion de non lucratif, parce que finalement, ils ont l'air de faire, pour un public non averti, ils ont l'air de faire comme ce que font les associations, sauf que leur visée est lucrative. Donc, pour parler de ce sujet, on a proposé à Gloria Taoussi du Réseau national des ressourceries et recycleries de venir nous raconter ce qu'ils observent dans leurs ressourceries et recycleries, et puis Maxine Fritzen de l'Union nationale des groupements des épiceries sociales et solidaires pour nous donner aussi son analyse de ce phénomène-là. Mais pour commencer, je donne la parole à Florent qui va nous expliquer pourquoi ce sujet a émergé au sein du Transiscope, et en 2 mots nous dire ce qu'est le Transiscope pour ceux qui ne le connaissent pas. Merci. À toi, Florent. Merci Marianne. Donc bonjour à tous et toutes. Donc moi je suis Florent Gaudin, je coordonne le projet Transiscope qui depuis récemment est fusionné avec le collectif pour une transition citoyenne, le CTC, et dont je suis salarié à 40%. Donc oui, je vais vous rappeler rapidement ce que c'est Transiscope et vous expliquer en quoi Transiscope a fait émerger ce sujet-là, et où on s'est dit que c'était intéressant d'avoir un temps pour échanger là-dessus. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, Transiscope, c'est un projet de commun numérique au croisement des silos militants entre libristes, durabilistes et solidaristes, comme le dit Laurent Marceau pour celles et ceux qui connaissent, et qui se donne pour objectif d'outiller les écosystèmes de la transition citoyenne pour faciliter leur coopération et faire système, qui est le nom de la stratégie Transiscope. Et initialement, ça s'est décliné aujourd'hui comme comment on connaît Transiscope, c'est surtout une carte des alternatives, qui est en fait une carte qui agrège d'autres cartes d'alternatives, et qui vient de la rencontre de plusieurs réseaux qui s'étaient dit il y a 10 ans à peu près, on a tous des cartes dans nos coins, mais on n'a pas de carte sur laquelle voir l'ensemble de nos points. Et donc, on les a rassemblés sur Transiscope grâce à des compétences techniques intéressantes. C'est poser la question forcément de quel point on allait mettre sur cette carte. Et donc, il y a une charte qui a émergé, qui est la convergence un peu de nos vocabulaires dans les différents silos militants, écolo, solidarité, ESS, comment on mettait tous ces mots ensemble pour en faire une charte. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un outil d'éducation populaire, cette charte, que je vous invite à aller lire, puisqu'on la met, on organise tous les 6 mois, et le prochain d'ailleurs sera au Mans le 21 et le 22 mars, des temps où on invite les alternatives locales et les réseaux locaux d'alternatives pour discuter de cette charte et c'est quoi une alternative. Et pour finir la présentation de Transiscope, on a 50 sources donc qui regroupent 40 000 points, donc qui sont soit thématiques, donc c'est-à-dire artisans du monde, le RNRR, les cafés associatifs qui sont sur tout le territoire, ou plutôt territoriaux, comme ce qu'ont donné les villages Alternatiba ou Anciela à Lyon ou Transiscope en pays nantais. Et donc ces sources, on a en effet, comme je dis, le RNRR qu'on a rencontré. Donc j'ai rencontré Gloria il y a 1 an à Villarceau, au séminaire Convergence organisé par le MES. Et comme souvent, on s'est dit, ce serait peut-être pertinent que le RNRR figure dans la carte de Transiscope. Et pour intégrer les points d'une nouvelle source, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que les points que vous recensez, ils correspondent à notre charte ? Là,
de toute évidence, il n'y avait pas trop de soucis. Mais en discutant un peu, Gloria a rapidement mis en avant la question justement de la non-lucrativité. Et notamment, elle m'a posé une question très précise, c'était est-ce que sur la carte, on pourrait être sur une même carte que d'autres ressourceries qui ne seraient pas associatives, qui ne seraient pas non lucratives, parce que dans ce cas-là, ça inscrirait, et je laisserai Gloria expliquer, et Marianne l'a déjà un peu introduit, mais ça inscrirait potentiellement dans l'idée de certaines personnes que ces structures associatives non lucratives seraient équivalentes à d'autres structures qui ne s'inscrivent pas dans la même démarche et qui pourraient remettre en question plein de choses qui sont au fondement du fonctionnement des ressourceries du réseau RNRR. Donc, quand elle m'a posé cette question, ça a souligné déjà un enjeu important de notre commun numérique que je tiens à vous partager et à être transparent là-dessus, c'est que aujourd'hui on a 40 000 points sur notre carte, dont une bonne moitié vient d'une carte qui s'appelle Près de chez nous, qui est la carte qui a été lancée par les Colibris, qui est une carte collaborative où tout le monde peut ajouter des points. Et donc, on a des points qui arrivent sur notre carte qui ne sont pas aujourd'hui des points qui correspondent à notre charte. On l'assume comme tel, on assume que notre carte, c'est de la matière brute et on invite tout le monde à contribuer à ce commun numérique et à nous aider à modérer ces ajouts-là via une petite fonction qu'on a mis en place qui s'appelle une fonction de signalement où on peut indiquer à la source que le point qui est remonté à Transiscope ne correspond pas à la charte. Donc, quand elle m'a posé cette question, j'ai été obligé de lui dire, on ne sait pas. On a peut-être dans les 40 000 points des structures qui ne correspondent pas à notre charte. Et donc, ça a fait émerger deux choses quand on s'est rendu compte de ça. C'est la première, c'est que c'était l'occasion peut-être de produire un peu de contenu politique pour éclairer notre charte et peut-être la faire évoluer, pour la préciser, pour s'assurer de manière plus explicite que tout ce qui y est dans notre charte permet de bien être clair sur le fait qu'on n'accepterait pas des structures type ressourcerie lucrative, et aussi du coup de produire du contenu pour armer autant les citoyens, citoyennes que les organisations citoyennes sur ces enjeux et être capable de faire la part des choses. Et aussi, du coup, ça c'est la première chose, créer du contenu politique. Et à partir de ça, donc, comme je disais, potentiellement, que les personnes qui sont forts de ce contenu puissent contribuer à Transiscope et aller sur la carte et rechercher, soit autour de chez elles, soit via des filtres, rechercher les ressourceries qui sont répertoriées et s'assurer que toutes ces ressourceries sont bien en lien avec notre charte et la respectent bien, ou sinon les signaler pour que nous, on puisse les retirer. Ça pose des questions au-delà de ça aussi de si on repère plusieurs de ces structures, quel est le dénominateur commun, quel pourrait être le facteur discriminant que nous, techniquement, on pourrait mettre en place pour accepter certaines ressourceries et pas d'autres. On a réfléchi beaucoup dans le cadre de notre charte au statut. Est-ce que des statuts sont suffisants pour savoir si une structure va dans le sens de notre charte ou pas? Est-ce que c'est le nom, l'appartenance à une chaîne? Est-ce que c'est d'autres choses? Voilà. Si, au hasard de vos déambulations sur Transiscope et avec les éléments qui seront apportés aujourd'hui, vous avez des éléments là-dessus, n'hésitez pas à nous les partager, ça permettra de nourrir le commun qu'est Transiscope. Et j'en ai fini là pour la partie présentation de Transiscope et comment on en est arrivé à discuter de tout ça. Et donc, je vais laisser Gloria enchaîner pour vous présenter un peu plus dans le fond ce sujet sur l'enjeu de la lucrativité et non-lucrativité. Je m'arrête là. Ouais, merci Marianne et Florent pour cette introduction et bonjour tout le monde. J'ai vu que dans les personnes qui participent, il y a Georges qui est dans une structure de notre réseau et qui maîtrise très très bien le sujet de la non-lucrativité. On échange souvent là-dessus et donc Georges, si à un moment donné tu as envie de compléter à la fin de ma présentation, c'est avec plaisir. Je sais pas si tu m'entends. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour Gloria. Oui, je t'entends très bien et je suis très attentif. Surtout, j'attends avec impatience la définition de ce que vous appelez la lucrativité. Voilà. Bon courage. Bonne question. Je vais peut-être commencer déjà par revenir sur ce qu'est une ressourcerie parce que c'est un objet qui
qui est un cas d'école sur la question de la non-lucrativité. Une ressourcerie, c'est une structure qui s'est donnée comme objet social 4 fonctions, on va dire. Celle de collecter tous les objets qui sont réemployables, celle de valoriser ces objets, c'est-à-dire de les trier, de les nettoyer, de les réparer lorsque nécessaire. Celle ensuite de redistribuer ces objets, à la fois par la vente à prix solidaire et par le don aux personnes qui en ont besoin. Et enfin, celle de la sensibilisation. Et alors là-dedans, on rentre beaucoup de choses. C'est la sensibilisation aux questions de réemploi, la sensibilisation aux questions de surproduction, de gestion des déchets. Et puis, c'est aussi un espace en fait de passage de savoir-faire, notamment sur la réparation, par exemple. Une ressourcerie, c'est tout ça. Les ressourceries, ça existe depuis les années 1980. La première ressourcerie, elle est née en 1980 et des brouettes. Et il y a un moment donné où ce secteur du réemploi était un secteur uniquement associatif. C'est-à-dire que les seuls acteurs qui constituaient ce milieu, c'était des Emmaüs, c'était des Envie, qui sont spécialisés sur l'électroménager, c'était des ateliers vélo, c'était des ressourceries. Il n'y avait pas d'acteurs lucratifs sur le secteur. Il n'y avait pas non plus d'acteurs publics parce que les acteurs publics étaient très peu intéressés par les questions de réemploi dans ces années-là. C'était l'ère suprême des fours à pain, des incinérateurs où on mettait tout un tas de déchets et c'est comme ça qu'on pensait la politique publique de gestion des déchets. Faut savoir que dans notre réseau, il y a toutes ces fonctions et donc les ressourceries, elles ont cette particularité-là, donc de faire de la vente à prix solidaire certes, mais de la vente qui leur permet en fait de faire fonctionner une partie de leur modèle économique. Globalement, dans notre réseau, il y a 2 grands types de ressourceries. Il y a celles qui vont faire de ce qu'on appelle de l'insertion par l'activité économique de personnes qui sont éloignées de l'emploi. Celles-ci, en fait, c'est simple, dans la loi, il est dit qu'elles ne peuvent pas dépasser 30% d'autofinancement dans leur modèle économique. En tout cas pour celles qui sont ateliers chantiers d'insertion. Et puis de l'autre côté, on a celles qui ne sont pas là-dedans. Que nous, on dit d'emploi pérenne, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais en gros, c'est toutes celles qui ne sont pas dans l'insertion par l'activité économique. Celles-ci, on constate, parce qu'on a un observatoire des ressourceries et recycleries depuis les années 2010, on constate que ces ressourceries-là, elles ont une capacité d'autofinancement qui est d'environ 70%. Autofinancement donc qui se passe par la vente notamment et potentiellement quelques prestations de services. Cet autofinancement, il est nécessaire pour faire tenir un modèle économique d'une ressourcerie, mais il ne peut se suffire à lui-même dans la 3/4 des cas. Et ça, c'est quelque chose qu'on martèle fréquemment. En fait, si on veut faire du réemploi de manière solidaire, c'est-à-dire la manière dont on le fait aujourd'hui, c'est très, très compliqué de demander à une ressourcerie qu'elle ait un modèle économique qui soit autonome, qui s'autofinance complètement, parce qu'elle risque de faire une croix sur l'une de ses fonctions et finalement sur son objet social. Donc, par exemple, en vendant des produits qui ne sont plus à prix solidaire ou en réemployant des objets, uniquement ceux qui sont à forte valeur marchande et pas le reste. Et donc, voilà, c'est ça la particularité aujourd'hui du modèle économique des ressourceries et recycleries. Et ce qu'on constate en fait depuis un certain nombre d'années, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tout le secteur associatif, mais qui est particulièrement fort, je pense, pour les associations employeuses et les associations qui ont une capacité on va dire, d'autofinancement, c'est cette fameuse vague de marchandisation du secteur associatif. Parce que d'une part, on nous pousse à toujours plus être en capacité d'autofinancer nos modèles. D'autre part, il y a du marché public qui se place en lieu et place de la subvention de plus en plus dans les modèles économiques de nos structures. Et donc ça, c'est pour poser un peu le secteur d'activité tel qu'il se passe aujourd'hui chez nous. Et à côté de ça, à côté donc de cette marchandisation dans les modèles économiques de nos structures, on constate qu'il y a de plus en plus de nouveaux acteurs sur le secteur, d'acteurs lucratifs. Et ça, c'est dû à tout un tas d'éléments. C'est le fait que la société évolue, les mœurs évoluent, les gens sont plus en capacité aujourd'hui de se dire qu'ils peuvent acheter de réemploi. Et puis, on a les pouvoirs publics qui poussent toujours plus aussi pour faire du réemploi et qui réglementent sur le sujet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une galaxie de nouveaux acteurs assez impressionnante.
Ça a commencé par des acteurs qui mettent en lien en fait les gens les uns avec les autres, comme Le Bon Coin ou Vinted, qui sont des très grosses plateformes aujourd'hui. Ça a commencé même bien avant par les brocanteurs et les friperies avec lesquels on s'est toujours accommodé, parce que ce sont des petites structures avec lesquelles il n'y a jamais eu vraiment de véritable concurrence qui se jouait. Et aujourd'hui, en fait, ça va de ces petites friperies et brocanteurs à des structures dites de l'ESS, ou en tout cas qui se représentent comme telles, et qui vont reprendre l'intégralité des codes d'une ressourcerie, voire s'appeler ressourcerie sans aucun problème, mais avec un modèle qui est complètement lucratif, reprendre nos codes, reprendre la manière dont nous, on se présente aussi à la société. Ça va aussi des industriels qui commencent à aujourd'hui se dire que pourquoi pas faire du réemploi. La plupart sans véritable surprise le font pour des raisons de greenwashing, très clairement. Donc là, je parle de Zara, je parle de Ikea, je parle de Darty, je parle encore de Decathlon, qui se mettent à faire du réemploi. Mais on a aussi des acteurs qui sont historiquement des gros acteurs de gestion du déchet qui vont aussi se mettre à faire ça. Donc là, je parle par exemple de Suez ou de Veolia qui gèrent des incinérateurs et qui aujourd'hui se disent pourquoi pas peut-être faire du réemploi. Et enfin, on a les startups. Les startups qui se disent aussi, tiens, il y a quelque chose à faire là-dedans. Tous ces acteurs cherchent leur modèle économique parce que, comme je vous l'ai dit, c'est difficile de rendre rentable l'activité de réemploi. Et nous, on y arrive parce que on ne se préoccupe pas de savoir si on va faire du bénéfice et on ne rémunère pas des actionnaires. Et puis aussi parce qu'on est financé pour une partie par de l'argent public qui nous permet de faire nos missions. Le gros exemple dans les startups et celui qui a impressionné Marianne la dernière fois que je l'ai présenté, c'est celui de Give. Et c'est un acteur qui fait particulièrement peur parce que, contrairement à la plupart des startups qu'on a pu voir dans la galaxie du réemploi, Give a réussi à trouver son modèle économique. Parce qu'il faut savoir qu'une startup, comment ça fonctionne, ils vont faire une énorme levée de fonds à partir d'un projet. Et puis, ils vont prendre plusieurs années pour chercher leur modèle économique pour pouvoir ensuite rembourser les investisseurs. Et une fois sur 10, en fait, ils se plantent. Ils n'y arrivent pas. Give a réussi. Aujourd'hui, elle a atteint la rentabilité de son modèle économique. Donc, je vais vous présenter cette application qui s'appelle Give. En gros, c'est une application qui met en lien les gens, tout comme Le Bon Coin ou Vinted peut le faire. Mais qui se base sur le principe de don. C'est-à-dire que sur Give, on donne des objets et on peut récupérer des objets donnés. Il n'y a pas de notion d'argent à l'intérieur de ça. C'est-à-dire entre les gens, il n'y a pas de notion d'argent. Ce qui fait le modèle économique de Give, en fait, c'est qu'ils vont nous faire payer un abonnement pour pouvoir avoir accès de manière premium à certains objets ou pour pouvoir avoir plus d'objets par mois. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux récolter un nombre défini d'objets par mois. Et si tu as le premium, tu peux en collecter autant que tu veux, un peu comme des Pokémon, quoi. Et c'est marrant parce que du coup, pour pouvoir collecter plus d'objets, en fait, ils te vendent des bananes. Voilà, tu as un abonnement premium et en fait, tu as le droit d'avoir des bananes qui te permettent d'avoir toujours plus d'objets et d'avoir accès aux meilleurs objets de manière premium. C'est ça qui fait aujourd'hui le modèle économique de Give. Ce qui fait aussi son modèle économique, c'est qu'ils n'ont pas eu besoin de faire de la publicité. En fait, les gens ont fait du bouche à bouche. Si je puis dire, les gens ont raconté aux autres, à leurs amis, et puis à leurs amis, et puis à leurs amis, ce qu'était Give et à quel point c'était génial comme application. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître. Et ça nous pose problème parce que, en fait, ils viennent empiéter sur la plupart de nos principes de base et de notre raison d'être et de notre fonctionnement. Et ils empiètent sur quelque chose qui nous est extrêmement précieux, c'est la question du don. Et donc jusque-là, Give reste une application qui met en contact les gens. Mais aujourd'hui, Give a ouvert son premier Give Shop.
c'est-à-dire une boutique, une véritable boutique à Toulouse, dans laquelle les gens peuvent venir, donner des objets et prendre des objets, avec toujours ce système d'abonnement. Donc là, les gens s'abonnent à l'année, pour pouvoir venir, prendre autant qu'ils veulent, des choses à l'intérieur de la boutique pendant l'année. Et donc voilà, on a atteint un peu le summum pour moi à cet endroit-là du réemploi lucratif parce que cet acteur-là, il joue sur tout, tous nos éléments de langage en fait. C'est-à-dire que c'est du don, c'est de la mise en lien entre les gens, c'est-à-dire que les gens aussi peuvent se rencontrer. Il y a une question de potentiellement de lien social qui se joue. Avec une boutique qui crée des emplois. Alors, il créera toujours moins d'emplois que nous parce que ils font pas de la valorisation, ils font pas de la collecte. Enfin, il créera moins d'emplois que nous, mais il crée des emplois, des lieux où les gens peuvent se rencontrer. Et donc, ils font du réemploi de manière solidaire parce que en fait, ils ne sont pas sur de la vente à prix cher. Bref, ils viennent vraiment marcher sur nos plates-bandes. Et finalement, la seule chose aujourd'hui qui nous différencie de ces acteurs-là, c'est la non-lucrativité. C'est-à-dire que Give restera toujours une organisation qui a pour objectif de faire du profit et de rémunérer des actionnaires. Et en ce sens, à aucun moment, elle ne fera passer un objectif social ou environnemental avant cet objectif-là. Et d'ailleurs, par exemple, un truc assez fort chez Give, c'est qu'à aucun moment, ils vont promouvoir la sobriété auprès des gens. Là où une ressourcerie, elle a pour objectif aussi de promouvoir le geste de sobriété. Et c'est d'ailleurs, pour moi, cette schizophrénie, elle ne peut se jouer que par un acteur non lucratif. C'est-à-dire avoir un modèle économique qui dépend de la vente et en même temps dire aux gens, vous n'avez pas besoin d'acheter constamment tout un tas de nouveaux objets. Donc voilà, l'arrivée de Give, ça nous inquiète beaucoup. Ça nous inquiète parce qu'il nous met en concurrence face à nos publics, parce qu'il nous met aussi en concurrence, enfin, il nous met en tout cas dans une situation délicate vis-à-vis des acteurs publics qui nous disent, de nos financeurs, qui nous disent, regardez, vous avez là un acteur qui arrive très bien à faire votre taf sans nous demander d'argent. Donc pourquoi est-ce qu'on vous rémunérerait? Et puis, un problème aussi assez important pour nous, c'est qu'ils viennent remettre en cause profondément notre caractère non lucratif. Et entre cette question de marchandisation du secteur associatif sur lequel on est depuis une dizaine d'années, où on nous pousse à toujours plus autonomiser nos modèles économiques, où on a toujours plus de marchés publics à l'intérieur de nos modèles économiques, et de l'autre côté, des acteurs lucratifs qui arrivent sur notre secteur d'activité, on a un problème. Parce que notre non-lucrativité, elle n'est pas inscrite dans le marbre. Cette non-lucrativité, c'est une présomption qui est faite par l'administration fiscale et qui peut être levée à tout moment par cette même administration fiscale au cas par cas quand elle considère que cette non-lucrativité n'existe plus. Et comment est-ce qu'elle le considère? Premièrement, elle regarde s'il y a un acteur du réemploi lucratif dans notre, on va dire ce qu'on appelle notre zone de chalandise. Et deuxièmement, elle regarde si on respecte ce qu'on appelle la règle des 4P. Et malheureusement, l'administration fiscale, elle peut très facilement considérer qu'une ressourcerie est lucrative parce qu'on a cet objet qui est complexe d'activité où on fait de la vente et où on a de nouveaux acteurs qui sont sur le secteur. Voilà, je ne vais pas m'attarder sur la définition de lucratif ou non lucratif parce que c'est complexe, mais peut-être que Georges, tu peux venir rajouter quelques mots, toi qui as cette expérience assez forte de cette question de la non-lucrativité. Merci Gloria, c'était une très belle présentation, merci. Je rajouterai une chose et une question. Une chose, c'est concernant Give, il y a quelque chose que Give ne fera jamais, c'est d'atteindre des pourcentages de réemploi par rapport aux objets que les gens souhaitent abandonner, que nous atteignons dans les ressourceries. Parce que Give n'échangera ou ne permettra l'échange que d'objets fonctionnels, que d'objets qui satisfassent à la curiosité de ceux qui en ont besoin. Nous, un de nos objectifs principaux, c'est la réparation, c'est la rénovation, c'est la recréation nouvelle, le upcycling pour les anglophones, qui permet effectivement de fortement accroître
le taux de réemploi que l'on pratique, nous, dans les ressourceries, par rapport à ce que peut le faire des plateformes de redistribution d'objets. Donc ça, c'est quand même une qualité des ressourceries, recycleries, qu'ils ne peuvent pas nous enlever et sur laquelle il faut absolument qu'on s'appuie. Moi, ma question, elle est simple, hein, c'est est-ce que l'on peut arriver un jour à se parler franchement et à se dire que ce que l'on ne supporte pas, c'est que des sociétés, que des particuliers se fassent du bénéfice et se l'approprient de manière intéressée pour des activités qui ont des fonctions sociales et des communs déterminants. La fonction des recycleries et des ressourceries, eh bien, c'est effectivement, on peut faire du lucratif. Le terme de lucrativité, c'est de faire du commerce, tout simplement. C'est de dégager une marge par rapport à des charges, d'avoir plus de produits que de charges, de façon à pouvoir, par exemple, rémunérer les salariés, développer ce que tu as évoqué, Gloria, la sensibilisation, permettre d'accueillir nous, dans nos ressourceries, on a 170 bénévoles. Je ne vois pas comment, si on était dans une structure strictement intéressée, comment ils pourraient venir s'épanouir au quotidien dans leurs activités de bénévolat. Donc, alors moi en tout cas, pas forcément nous, mais pour moi, l'ennemi sur le marché, c'est pas la finance, même si ça en fait partie. L'ennemi, c'est les personnes qui vont développer des activités sociales en ayant une préoccupation, celle de dégager du profit et de l'approprier individuellement. Voilà. Ça, pour moi, c'est ça la contrainte principale. Parce que être lucratif, ça fait partie du commerce. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'on essaye de lutter contre les structures à intéressement du bénéfice? Voilà. Appropriation privée du bénéfice. Merci Georges. Je pense que ce qui peut être intéressant aussi de garder en tête, c'est qu'on est aussi dans un cadre européen qui nous contraint et dans lequel effectivement la construction du marché unique européen avec sa loi d'une concurrence libre et non faussée participe aussi de ce développement-là et je pense qu'il faut aussi l'avoir en tête. Maxime, je te laisse prendre la parole. À toi. Merci beaucoup, bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Je m'excuse d'avance, je suis dans le hall de mon auberge de jeunesse, il y a peut-être du passage. S'il y a un petit peu de bruit, je m'en excuse d'avance. Peut-être quelques éléments de contexte avant de rentrer dans le vif du sujet sur qui on est, puis dans quel secteur on agit. L'Union des groupements des épiceries sociales et solidaires, donc c'est un acteur qui est habilité à l'aide alimentaire au niveau national. On regroupe un peu plus de 130 épiceries sociales et solidaires et puis des groupements territoriaux d'épiceries sociales et solidaires. Les épiceries sociales et solidaires, elles sont venues d'un constat, c'est que l'aide alimentaire telle qu'elle était historiquement mise en œuvre et que les politiques publiques ont laissé mettre en œuvre, c'est une aide alimentaire distributive où les gens n'ont pas le choix sur les produits, où la qualité peut aussi être questionnée et qui ne prend pas suffisamment en compte des enjeux de dignité des personnes et de renforcement du pouvoir d'agir. Et donc ces structures-là sont venues finalement pallier à ces défauts-là pour permettre aussi petit à petit de passer de l'aide alimentaire à plutôt à des actions d'accès à l'alimentation ou d'accessibilité alimentaire. On est dans un secteur, l'aide alimentaire, qui pour le coup est peut-être assez particulier dans le monde associatif. C'est déjà en prenant le budget 2025 un secteur où les financements publics ont continué à augmenter, ce qui est peut-être une des exceptions à la règle d'un rigueur budgétaire sur lesquelles tout le monde est à peu près concerné. Et on n'est pas des structures qui souffront de mise en concurrence via des marchés publics, par exemple. La plupart du temps, c'est des systèmes de subventions qui sont mis en œuvre, d'appel à projets, même si on peut les critiquer, et voire même l'État maintenant, en tout cas au niveau des associations nationales, a mis en place des nouveaux dispositifs de discussion
bilatérales pour des subventions. Donc il y a des évolutions et qui peuvent être intéressantes à voir de ce côté-là. Néanmoins, on est aussi concerné par ces questions de lucrativité pour plusieurs raisons. Déjà, l'alimentation, ça concerne tout le monde. Supermarché, épicerie classique, marché de plein vent, producteurs. Bon, ouais, il y a une diversité de lieux pour faire ses achats. Il y a une diversité de prix aussi, qui peuvent aller du hard discount avec la bataille des prix entre toute la grande distribution, avec tous les effets délétères d'ailleurs que ça peut avoir sur le monde agricole, mais aussi sur d'autres projets qui sont mis en œuvre. Bref, on est dans un secteur qui fait entrer beaucoup d'acteurs en jeu. Les épiceries sociales et solidaires, leur particularité, alors on en a deux types. Il y a des épiceries sociales qui proposent uniquement à des personnes en situation de précarité le libre choix des produits via l'épicerie en proposant des prix entre 10 et 30% du prix moyen du marché, complété avec un dispositif d'accompagnement social et puis aussi des animations qui peuvent être collectives au sein de la structure. Celles-ci, elles n'ont pas forcément de problème. Le bulletin officiel des finances publiques, d'ailleurs, prend l'exemple de ces épiceries sociales pour expliquer certaines méthodes pour bénéficier de la défiscalisation ou bénéficier du mécénat. Mais pour aller encore plus loin dans la question de la défiscalisation, dans la question de la dignité, et du renforcement du pouvoir d'agir et justement réduire ces effets de stigmatisation, a émergé, on va dire, il y a 15 ans, des épiceries sociales et solidaires qu'on appelle en mixité de public, c'est-à-dire qu'elles proposent une tarification différenciée selon la situation socio-économique des personnes. Donc, il y aura des personnes qui ne seront pas en situation de précarité, qui viendront acheter au prix classique, et en parallèle, des personnes en situation de précarité qui bénéficieront d'un prix aidé. Tout cela pour justement permettre aux personnes qui sont en situation de précarité de pouvoir faire appel à l'aide alimentaire, puisqu'on sait qu'entre 50 et 80% des personnes en situation de précarité alimentaire ne font pas appel à l'aide alimentaire pour des questions de stigmatisation. Et ces effets de mixité sociale, pour nous, sont une des solutions qui permet d'apporter une aide aux personnes en situation de précarité. Autant vous dire que dans tous ces modèles-là, il est impossible de s'autofinancer. Quand on propose des prix entre 10 et 30% du prix du marché, donc c'est-à-dire à perte, à des personnes en situation de précarité, et qu'en plus, à côté de cela, il y a tout un dispositif d'accompagnement social avec des travailleurs sociaux et des animations qui sont mises en œuvre. Alors, ça peut être par des bénévoles, mais aussi des professionnels. Le modèle économique, il ne marchera jamais sans des financements publics, voire même de plus en plus du financement privé et du mécénat. Et c'est là où on arrive à trouver une difficulté, en tout cas pour ces épiceries en mixité, c'est que petit à petit, on observe que l'administration fiscale estime que ces épiceries en mixité de public font concurrence au marché, et notamment à la grande distribution ou à des épiceries de proximité, de quartier, parce qu'elles vendent à un public qui n'est pas en situation de précarité. Pour nous, vendre à un public qui n'est pas en situation de précarité n'a pas pour objectif, comme on le disait juste avant, de faire du lucratif et de faire du bénéfice. L'idée, c'est de se dire, ça permet tout au plus d'atteindre un niveau d'autofinancement qui est un petit peu plus élevé que d'autres acteurs de l'aide alimentaire. Les épiceries en mixité de public, elles peuvent aller jusqu'à 50% d'autofinancement, parfois un petit peu plus. Mais tout le reste, en tout cas, nécessite des financements publics ou du mécénat. Et donc, voilà, on n'a pas une gestion intéressée, en tout cas, au niveau de cela. Gloria expliquait comment l'administration fiscale peut considérer en fait une structure est lucrative ou non, et peut bénéficier du mécénat ou non. Pareil, on s'est fait accompagner, nous, par des avocats fiscalistes aussi, pour essayer de développer un argumentaire pour expliquer que nos associations, elles ne font pas du tout concurrence à des épiceries ou à des supermarchés qui sont à proximité. Et donc l'idée, c'était d'analyser un petit peu tout ça. Et donc il y a différents articles du Code des impôts, le 200, le 238 bis, qui expliquent tout ça, pour expliquer que la structure doit être d'intérêt général et présenter un caractère social ou un caractère humanitaire
Donc au niveau des épiceries sociales et solidaires, l'objet associatif, il est clair, hein, c'est d'apporter une aide aux personnes les plus en difficulté. La mixité sociale vient renforcer cela parce qu'elle permet à ces personnes aussi de faire le pas et de franchir le pas. Et après, sur la question de l'intérêt général, il y a trois grandes conditions, hein, pas d'activité lucrative, pas de gestion intéressée et pas de profit, d'activité au profit d'un cercle restreint de personnes. Les épiceries sociales et solidaires qui sont ouvertes à tout le monde, pour le coup, n'agit pas pour un cercle restreint de personnes, encore moins qu'une épicerie sociale classique, puisque là, elle est ouverte à tout le monde. Gestion des intéressés, nous sommes une association avec des bénévoles, là aussi c'est clair. Par contre, la question se pose sur la question de la lucrativité, encore une fois, avec cette fameuse règle des 4P. Et là, l'administration fiscale, que ce soit au niveau du produit ou au niveau du public, parfois peut considérer que l'épicerie sociale et solidaire fait donc concurrence à ces acteurs du marché qui, en plus, font de plus en plus d'actions, en tout cas pour garantir une certaine accessibilité. On voit de nouvelles startups qui se sont mises en œuvre via Too Good To Go ou d'autres qui proposent des prix très bas sur certains produits. Et donc, l'administration fiscale peut estimer au fait que ces structures-là font de l'accessibilité alimentaire en proposant des produits moins chers, même si on sait qu'à l'intérieur des produits Too Go, ce sont des choses ultra transformées, pas très très bonne qualité. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la ramasse, qui sont faits par ces associations-là auprès de la grande distribution. On voit que les produits sont de plus en plus mauvais de qualité parce que tout est mis en œuvre pour aussi optimiser les stocks, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, hein, d'ailleurs, puisque nous, on se bat aussi pour faire en sorte que nos structures elles puissent avoir des financements pour pouvoir ne plus subir les approvisionnements, mais les choisir. Mais en tout cas, l'administration fiscale peut considérer que le marché est en train de mettre en place des choses pour justement améliorer l'accessibilité alimentaire. On le voit aussi quand des acteurs comme Carrefour proposent une assurance alimentation qui pourrait être payée chaque mois, puis quand la personne a des difficultés, Carrefour s'occupe de lui fournir une alimentation. Alors, ils ne sont pas allés jusqu'au bout de leur idée, hein, mais il y a des choses comme ça qui émergent et qui compliquent un petit peu notre action. Et aujourd'hui, on voit certaines épiceries sociales donc, qui se sont fait fiscaliser, qui n'ont plus le droit donc, à du mécénat, dans un contexte où, certes, au niveau national, les financements ont un peu augmenté, mais au niveau local, les collectivités commencent à serrer la vis de toutes parts. Et là, les financements sont en train de baisser. Et donc, ces structures-là essayent d'aller chercher du mécénat à proximité pour pouvoir pallier justement à ces baisses de financement public. Donc, très, très, très grosse alerte sur les modèles économiques de ces structures-là, qui, si elles sont fiscalisées, peuvent être amenées à tout simplement à mourir. Et donc, à ne plus remplir cette mission-là, en tout cas sur un territoire, d'accessibilité alimentaire à des personnes qui ne feraient pas appel à l'aide alimentaire pour tout un tas de raisons qui leur appartient. J'ai essayé d'être le plus concis possible. J'espère que c'était assez clair. Voilà, donc on a des enjeux un peu différents d'autres associations, même si au niveau des ressourceries, ça peut ressembler. Les épiceries sociales et solidaires, elles essayent finalement parfois de ressembler au marché pour justement enlever ces effets de stigmatisation, mais sans être un acteur du marché, puisque de fait, elles proposent aussi une action avec des prix qui n'ont aucune mesure possible par rapport au marché. Merci Maxime. On va revenir on va revenir dans la discussion sur des échanges, etc. Mais ce que je trouvais aussi intéressant de montrer ce matin, c'est que finalement, on voit, même si il y a des aspects différents, mais on voit qu'il y a des mêmes effets dans différents secteurs. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Terre de Liens en ligne. Je n'arrive pas à identifier, mais s'il y a quelqu'un de Terre de Liens en ligne, je veux bien. Je crois qu'il n'y a pas Florent. Oui, il y a quelqu'un de Terre de Liens. Super. Bonjour. Bonjour. Parce que justement, je sais que Terre de Liens a fait tout un travail pour essayer de décrypter ce qui fait la différence dans l'aide à l'installation de fermes par rapport à justement plein d'acteurs marchands et d'investissement aussi, de fonds d'investissement qui s'installent dans ce secteur-là. Donc, je veux bien, avant qu'on commence le débat, te donner la parole. Je ne sais pas
Bonjour. Ouais, je veux bien. J'avoue que je bois du petit lait depuis que je vous écoute là. Donc moi, je m'appelle Caroline Dumas. Je travaille à la Fédération Terre de Liens. Et c'était très, très, très intéressant de vous écouter parce qu'en fait, nous, en effet, on se retrouve confrontés à la même chose. Et moi, je suis responsable d'installation transmission à la Fédé. Donc, vous savez que Terre de Liens, c'est 3 structures nationales, hein, la fédération qui regroupe les associations territoriales, la fondation et la foncière. Et à la fédération, nous, on gère un outil qui s'appelle Objectif Terre. Donc, c'est notre plateforme de petites annonces. Qui est ouverte à tout le monde, qu'on finance grâce à des subventions de l'État plutôt, et un petit peu aussi du mécénat privé. Mais on se retrouve confronté avec des startups. Donc nous, c'est clairement des startups de l'installation qui prétendent faire la même chose que Terre de Liens, mais en mieux. Et puis surtout qui rapportent plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout du Terre de Liens, puisqu'en fait, ils achètent des fermes et ils les revendent. Donc voilà, donc d'un seul coup, on s'est retrouvé confronté à ça. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est évidemment de nous différencier. Puisqu'en fait, eux, ils s'amusaient à nous, à être comme nous, les mêmes. Donc, il a fallu qu'on passe du temps à nous différencier. Et on s'est mis aussi à écrire des chartes et à faire, à mettre dans nos chartes des éléments qui nous différencient, en particulier sur la lucrativité et sur la redistribution des bénéfices. Donc les petites phrases, on les a mis comme ça aussi dans notre charte, c'est-à-dire que, par exemple, bon, là, je mélange un peu les choses, mais on essaye de se différencier du coup de structures comme Fèves, Éloi et Ceinture Verte. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais bon, c'est des gens qui sont sur ce secteur de l'installation agricole. Et puis, en expliquant du coup qu'est-ce que c'est nos différences, on a sorti un rapport annuel l'année dernière qui était là-dessus, sur le portage foncier, et pour faire naître des nouveaux éléments comme le portage conservatoire, qui est un peu notre raison d'être, c'est-à-dire à long terme, pour éviter la spéculation et sans revendre, et qui est du coup qui nous différencie vraiment de ce qu'ils font eux. Et puis d'un autre côté, dans nos petites annonces d'Objectif Terre, on empêche les gens qui seraient des structures, donc des personnes morales qui voudraient mettre des petites annonces, mais dont on sait qu'il y a derrière de la redistribution de bénéfices. Et bien là, en fait, nous, on peut supprimer ou en modérant leur annonce, en fait, éviter qu'ils puissent les mettre sur notre plateforme. On s'est retrouvé confronté l'année dernière à du scrapping. Je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène, mais donc, bon, je vais dire carrément, hein, pour moi, c'est Fèves, donc Ferme en Vie, qui ont créé une super belle plateforme qui s'appelle Lagrange, mais ils sont mieux que tout le monde, puisqu'en fait, ils ont scrappé les petites annonces de la SAFER, du RDI, donc les chambres d'agriculture, enfin en tout cas le service d'État des transmissions, et puis Objectif Terre, donc ils s'en vantaient, donc ils nous scrapaient toutes nos annonces d'offres de terre qui étaient mises sur notre plateforme à nous. Donc on a eu des grosses discussions, ils cherchaient à être en partenariat avec nous. Moi, j'ai dit que non, on ne serait pas en partenariat avec eux. Le CA de la Fédé a validé ça. Et donc, on les a empêchés de le faire. Enfin bon, au début, ils ont continué en enlevant notre logo. Comme ça, et au moins, il n'y avait pas la confusion. Mais après, on leur a dit non, vous arrêtez carrément de nous scraper nos annonces. C'est pas possible. Parce que ce qu'il y avait derrière, leur modèle économique est basé sur la data, là. C'est-à-dire que les gens, pour voir nos petites annonces, devaient créer leur compte sur leur plateforme, alors que chez nous, il n'y a pas besoin pour consulter de créer son compte. Enfin bon, voilà. Donc, nous sommes confrontés en effet à tout ça. Nous essayons petit à petit de communiquer pour que justement, il y ait une prise de conscience, arrêter cette confusion, en fait, et mettre en avant, évidemment, ce côté lucratif, qui nous distingue avant tout. Mais eux, ils mettent en avant, au contraire, évidemment, tous nos éléments de langage, l'installation, la transition écologique, enfin voilà. Donc, tout ce que vous avez dit avant, ça résonnait évidemment pour tout ce qu'on traverse chez nous aussi. Merci Caroline. Et puis avant le débat aussi, je voulais demander à Laure si elle voulait aussi prendre la parole pour montrer un peu ce qu'ils observent du côté des foyers ruraux, parce que je sais aussi qu'elle est attentive à ces questions-là. Laure, je ne sais pas si il me semble t'avoir vu. Oui, tu es là. Oui, bonjour, je suis effectivement là. Bonjour à toutes et tous. Oui, alors je ne sais pas si exactement on peut mettre ça sur le même champ, mais en tout cas, nous, le premier gros
la première grosse alerte, ça a été vraiment autour de la question des 1000 cafés. C'est-à-dire que, en fait, pardon, peut-être d'où je parle, excusez-moi. Donc, Laure, je suis la directrice de la Confédération nationale des foyers ruraux. Donc, on est un réseau de 1500 associations locales sur l'ensemble du territoire qui sont réunies en fédération départementale. Et du coup, à la Confédération, on anime un petit peu l'ensemble de ce réseau, et un certain nombre de nos associations locales, en fait, qui sont vraiment dans les villages, ont et proposent déjà depuis plusieurs années des lieux ou des actions qui portent la dimension café associative, donc des lieux de rencontre pour faire du lien, autour peut-être d'une programmation culturelle, mais pas forcément, autour du partage de savoir, mais pas que. Enfin voilà, ça dépend vraiment des territoires et de la volonté des bénévoles. Et puis, on a vu arriver effectivement ce dispositif soutenu par l'État, quand même, autour des 1000 cafés pour le soutien à l'installation de 1000 cafés dans les petits villages où les cafés avaient pu disparaître. Et évidemment, dans tout ça, aucune considération pour l'existence, c'est-à-dire pour les bénévoles qui déjà localement étaient en train d'animer les choses. Et forcément, ça génère des confusions et puis des frustrations par rapport à nous. Donc, on n'a pas été forcément proactif sur un combat vis-à-vis des 1000 cafés. En fait, on est plutôt effectivement, nous, sur un travail de terrain, d'explicitation auprès des acteurs avec lesquels on était déjà en lien autour de c'est pas la même chose, on fait pas la même chose, et on n'est pas là pour effectivement faire du profit par rapport à une action, mais bien sur une dimension de lien et d'activité sociale locale. Et puis derrière, effectivement, on a pu aussi voir arriver la structure Bouge ton coq, qu'on pourrait aussi mettre dans le même panier. Je sais pas, je ne veux pas faire des gros paniers, mais en tout cas, sur lequel on pourrait avoir effectivement des questionnements, parce que l'idée de Bouge ton coq, c'est bien, on a, comment dire, on vient dans votre village pour vous aider à créer du lien et à animer vos territoires. Voilà. Nous, on sait faire et on va venir vous apprendre comment faire, quoi. Alors que de la même manière, il y a déjà effectivement beaucoup de choses localement qui sont déployées, développées. Et bon, voilà, là, c'est 2 exemples, mais effectivement, on a plein d'émergences un peu comme ça, qui sont plus ou moins grosses, plus ou moins importantes, plus ou moins médiatisées. Mais c'est vrai qu'on constate qu'à chaque fois, il y a quand même un véritable savoir-faire communicationnel sur lequel nous, on est vraiment plus faible, en fait, parce que c'est pas notre cœur de métier au départ. Et puis, un discours formaté, joli, bien enrobé, et qui crée la confusion et qui permet pas, voilà, d'avoir une compréhension fine de ce qui se passe derrière. Et il y a quelque chose autour de la simplicité. C'est-à-dire que vraiment, du coup, dans l'ensemble de ces nouveaux acteurs, c'est facile, quoi. C'est facile, vous appelez X ou Y, il va venir et il va vous faire votre pharmacie, il va venir et il va vous faire votre épicerie locale, il va venir et il va vous faire votre café, et tout va bien se passer, et vous inquiétez pas, quoi. Il y a un peu quelque chose comme ça. Alors bien sûr, derrière, lui, il en profite pour, en le disant rapidement, se faire de l'argent, mais voilà. Et la question des humains et de la considération pour les habitants qui sont déjà là et tout ce qu'ils font déjà est bien évidemment complètement négligée. Voilà, pour dire un peu rapidement sur notre vécu sur les territoires ruraux. Merci Laure. On peut maintenant poser des questions. Il y en a eu déjà plusieurs dans le chat, dans le chat. Juste avant, je voulais vous dire que effectivement sur les 1000 cafés, la dernière lettre de l'Observatoire citoyen de la marchandisation porte sur les 1000 cafés. Il y a un article de Florine Garlot que j'ai cru voir aussi, qui est dans cette lettre. Et dans le prochain klaxon, je pense que j'essaierai de faire un article un peu de synthèse sur tout ce qu'on se dit ce matin et tout ce qu'on a déjà emmagasiné sur cette question. Et puis ça viendra aussi dans le deuxième rapport de l'Observatoire qui va sortir dans quelques semaines. Donc maintenant, les questions, il y en avait déjà quelques-unes. Déjà, Florent demandait à Caroline si on pouvait avoir la charte que vous avez fait pour s'en inspirer pour la charte du Transiscope. Il y avait une question sur Give.
est-ce qu'ils font quelle sorte d'emploi ils font? J'essaye de la retrouver. Ouais, voilà, ils créent des emplois, mais quel genre d'emploi et combien? Demandait Dominique. Et Bruno demandait au niveau européen, est-ce qu'on pourrait relever du cadre d'exemption des SIEG? Gloria, tu veux te Ouais. répondre à ces 2 questions? Ouais, bah alors GIF, ça va être très court. Alors concernant l'application, il crée très peu d'emplois et c'est des emplois pour des cadres data analystes parisiens. Enfin vraiment, voilà, on est sur du cliché. C'est une application, c'est de la data, c'est de l'informatique. Là, le truc qui nous a angoissé, c'est quand ils ont ouvert le GIF Shop à Toulouse, donc qui est littéralement une structure sur la ville, sur la métropole de Toulouse, là où en plus il y a déjà plusieurs ressourceries qui sont là et ça se passe très bien. Ils ont des personnes, mais c'est pas exactement les mêmes emplois que nous. C'est-à-dire qu'ils ont des vigiles, par exemple, pour vérifier à l'entrée si tu as bien ton QR code pour vérifier que tu peux rentrer à l'intérieur du lieu. Ils ont des vigiles à l'intérieur pour vérifier ce que tu fais. Enfin, non, on n'est pas du tout sur les mêmes métiers que nous et c'est pas du tout dans les mêmes proportions. N'empêche qu'ils vont pouvoir se targuer du fait qu'ils créent aussi des emplois locaux parce que il y a des personnes qui vont devoir travailler dans ces endroits-là, quoi. Mais c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que nous, pour le coup, on crée des emplois, mais puis on crée des métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Réseau national des ressourceries et recycleries est un organisme de formation qui possède des titres de certification professionnelle. On a des métiers, des vrais métiers, avec des vraies compétences derrière, ce qui n'est pas leur cas. Et alors, sur les SIEG, la complexité, en fait, avec la question du SIEG, c'est de savoir est-ce qu'on rentre dans la définition d'activité économique au sens du droit européen. Et c'est encore autre chose que la question de la non-lucrativité en France, parce qu'ils n'ont même pas la même analyse. Et que limite, ils ont une analyse qui est pire que celle de la France. Et donc, nous, la doctrine qu'on porte au Réseau national des ressourceries et recycleries, c'est de dire qu'on n'est pas concerné par les SIEG, qu'on n'est pas concerné par les minimis, parce qu'on n'a pas d'activité économique au sens du droit européen. Et on se défend de ça avec deux grands arguments. Le premier, c'est de dire que la définition de ce qu'est une activité économique, on ne rentre pas dedans parce qu'en fait, on a une activité qui est sociale et environnementale. Et donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails des arguments qu'on utilise, mais voilà, on est venu vraiment regarder ce truc-là de près et regarder en quoi est-ce qu'on peut justifier du fait que notre activité n'est pas économique au sens du droit européen, mais c'est quelque chose qui est complexe à faire tenir. Et le deuxième argument qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'impact sur le marché européen. On est une activité qui est purement locale et qui à aucun moment ne vient concurrencer le marché européen, sauf à ce qu'on ait une bonne partie de notre activité qui se fasse en ligne, mais ce qui est le cas d'aucune ressourcerie aujourd'hui, en tout cas pas à ma connaissance. Donc on essaye de se défendre au maximum de cette de ces cadres, parce que ces cadres sont extrêmement problématiques pour nous. D'abord parce que quand on rentre dans un cadre, déjà les cadres minimis parce qu'ils sont tout pourris, parce qu'ils nous empêchent clairement d'être financés. Et le cadre du SIEG lui-même, il est inconfortable. Il est inconfortable parce que pour être un SIEG, déjà, il faut être mandaté par le pouvoir public sur un sujet en particulier. Donc déjà, le pouvoir public t'impose ton cadre. Tu n'es plus libre de ton objet social. Tu vas devoir respecter le cadre imposé par le pouvoir public. Et ensuite de ça, c'est une bataille qui est perdue parce qu'à partir du moment où on est dans un SIEG, donc service économique d'intérêt général, ça veut dire qu'on assume d'avoir une activité économique. Et ça veut dire aussi, par conséquence, que tous ceux qui ne sont pas dans un SIEG et qui sont dans notre secteur d'activité seraient donc des structures considérées comme ayant une activité économique au sens du droit européen. Et là, c'est la merde. Parce que ça veut dire que par effet de contamination, tous ceux qui ne seraient pas dans un SIEG devraient être assujettis, notamment aux minimis. Et c'est exactement le même problème avec la question de la non-lucrativité en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a des structures, et on en a, qui se font fiscaliser et qui se retrouvent à devoir payer les impôts commerciaux, c'est 1, c'est 2, c'est 10, c'est 30, c'est 50. 50 sur notre réseau, c'est tout le réseau qui peut tomber derrière. Et il y a beaucoup de nos structures qui ne sont pas en capacité de payer les impôts commerciaux. Et leur modèle économique va s'effondrer si demain, ils doivent notamment payer la TVA.
Peut-être juste pour apporter une précision sur cette question des SIEG, on avait travaillé, j'ai repris des notes, on avait travaillé en fait avec cet avocat fiscaliste sur ce sujet-là notamment. Ce qui est quand même intéressant à noter, alors pas forcément le cadre du SIEG, mais comment dans ce cadre-là, la notion d'intérêt général, elle est entendue. Il y avait une communication de la Commission européenne qui avait été faite assez récemment. Alors, je vous cite, la notion de service d'intérêt économique général est évolutive et dépend entre autres des besoins des citoyens, des évolutions techniques et commerciales et des préférences sociales et politiques propres à chaque État membre. Ce que ça signifie et ce qui ressort aussi parfois, c'est que la manière dont l'administration fiscale française a de traduire cela est assez zélée. Déjà, ça correspond pas forcément. Ils ont des critères qui sont un petit peu différents finalement de l'administration européenne, mais on a souvent tendance à croire que l'Union européenne en fait entraîne des normes françaises qui sont très restrictives parce que c'est comme ça, c'est l'Europe. On nous explique, en tout cas plusieurs professionnels nous expliquent que finalement l'administration française a une certaine interprétation assez restrictive qui serait possible de faire évoluer sans forcément retoucher au cadre européen. Parce que touche au cadre européen, alors on rentre dans quelque chose qui nous dépasse, je pense, complètement. Mais en tout cas, il y a peut-être aussi cette idée de se dire, avec l'administration française, on peut lui prouver que le droit européen n'empêche pas de sortir de la lucrativité de certaines structures associatives qui ne le sont pas de fait, mais qui le sont désignées parce que les règles que l'administration fiscale française met en place sont celles qui sont le cas actuellement, quoi. Merci. Il y a Sarah Persil qui demande, pour sortir du marché, quelles sont les marges de manœuvre des collectivités pour arrêter cette hémorragie des marchés publics et revenir aux subventions, à part le courage politique? Comment rassurer les services qui ont peur du non-respect du code des marchés publics? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Je voudrais juste dire à Sarah justement que on est en train d'essayer de travailler à plusieurs cette question de reprendre ces questions-là du côté du politique justement et de pas simplement essayer de le prendre du côté juridique, mais vraiment de reprendre du côté politique et essayer de reporter un message politique à ce niveau-là, quoi. C'est compliqué, c'est complexe et il faut bien comprendre tous les mécanismes, mais c'est ce qu'on va essayer de faire. Est-ce que quelqu'un veut répondre à Sarah? Comment rassurer les services qui ont peur du non-respect du code des marchés publics? Gloria? Moi, je veux bien amorcer une réponse. Mais ça va être complexe de tout dire, vu qu'il est déjà 10h05, mais le fait est que il y a beaucoup dans les collectivités territoriales aussi une méconnaissance de l'utilisation de la subvention. Et ça, c'est déjà la première étape, en fait. C'est de venir rappeler ce qu'est un marché public et ce qu'est une subvention. Nous, on a particulièrement ce problème parce que nos ressourceries, elles vont particulièrement discuter avec le service déchets de la collectivité territoriale. Et le service déchets, il connaît pas la subvention. Il fonctionne avec des énormes marchés publics, avec des énormes organisations. Et donc, il est très perturbé par le fait de faire de la subvention. Donc, il faut d'abord commencer par une étape de pédagogie, de rappeler, en fait, voilà, la subvention, juridiquement, c'est ça sert à ça, il y a tel cadre. Le marché public, juridiquement, c'est ça sert à ça, il y a tel cadre. Et là, déjà, on a fait un premier niveau d'étape. Le second, c'est d'expliquer toutes les problématiques qu'amène le marché public quand on y va. Déjà, de rappeler à quoi sert le marché public quand on est dans une relation avec une association. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, notamment pour nous, dans le cadre de la commande publique, quand les collectivités territoriales ont aujourd'hui une obligation d'avoir du réemploi dans les achats qu'ils font. Bon, là, évidemment, on passe par du marché public, c'est logique. Quand il s'agit de soutenir la collectivité, par exemple, dans la récupération des meubles chez les particuliers, parce que là, ils rencontrent un problème et que nous, on est en capacité de le faire, oui, en fait, c'est concrètement, la collectivité a un besoin spécifique, on est en capacité d'y répondre, on fait un marché public spécifiquement sur ce sujet-là. Mais on ne peut pas faire un marché public sur ce qui est de l'objet social de notre association. Et là, donc, on a tout un tas d'argumentaires pour leur expliquer à quel point ça nous met en danger. Ça nous met en danger face aux acteurs du réemploi lucratif, ça nous met en danger face à l'administration fiscale parce que ça remet en question notre non-lucrativité. Et
À l'inverse, la subvention nous protège, et plus on nous protège et plus évidemment on va permettre à l'organisation, à l'association de se développer et ça va dans le sens de la collectivité territoriale aussi. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la vérité, c'est que le véritable problème, la plupart du temps, il vient du service juridique. C'est-à-dire que le blocage, même une fois qu'on a convaincu le technicien, qu'on a convaincu les élus, il vient du service juridique qui notamment va dire ah non, pas la subvention parce que la question notamment du cadre européen de la concurrence. Et là, je rejoins totalement Maxime sur le fait qu'il est possible de convaincre à un niveau local ou national sur cette question-là des cadres de la concurrence européen. Ça a l'air hyper impressionnant comme ça, mais c'est possible de le faire. Nous, c'est une bataille qui a été menée notamment en Île-de-France pour faire en sorte que les ressourceries ne soient pas assujetties au cadre européen et éviter que le service juridique empêche toute forme de subvention. Et la bataille, elle a été menée notamment sur la question de la transformation en fait d'une subvention qui existait depuis un certain nombre d'années en marché public. C'était les techniciens de la collectivité territoriale en question qui ont voulu cette transformation. Et là, ça a été un combat politique qui a été mené notamment effectivement auprès des élus. Avec une arme très puissante qui est juste le collectif. C'est-à-dire que toutes les ressourceries franciliennes se sont mises sur le sujet, y compris celles qui n'étaient pas forcément reliées à ce sujet-là, avec l'association régionale francilienne, le REFER, et ils ont agi au niveau politique, donc au niveau des élus, pour dire en fait non, vous n'allez pas transformer ce modèle de subvention en marché public. Et ils ont fait machine arrière et ils ont retransformé, donc ils ont sorti leur truc du marché public pour en faire une subvention. J'ai un exemple assez similaire sur la région de Orléans où la collectivité territoriale était partie pour intégrer toute la partie associative sur une nouvelle déchetterie, toute la partie qui concernait les ressourceries dans un gros marché public avec Veolia ou Suez, je ne sais plus lequel des deux, dans lequel les ressourceries allaient être en sous-traitance de Veolia ou Suez. Et elles ont fait bloc tout ensemble, donc là pour le coup tous les acteurs du réemploi solidaire du territoire pour empêcher cette situation et avoir une subvention pluriannuelle avec une convention en dehors du cadre du marché public et elles ont réussi. Et peut-être pour compléter rapidement, il me semble que le mouvement associatif il travaille justement à une proposition de loi sur ce sujet-là pour reclarifier certaines choses en termes de pluriannualité de la subvention, pour essayer aussi de fiabiliser les budgets des associations et aussi retravailler cette question de qu'est-ce qui est du marché public, de l'ordre du marché public, qu'est-ce qui est de l'ordre de la subvention, pour aussi permettre que le politique reprenne un peu la main sur ce sujet, parce qu'effectivement, on se cache très très vite derrière le juridique, mais il y a derrière des marges de manœuvre pour en faire une question politique malgré tout. C'est là où le plaidoyer a son rôle. Et d'ailleurs, tous les éléments de plaidoyer sont dans le rapport sur l'état du financement du secteur associatif du CESE, qui est un rapport qui est un avis. Et il y a vraiment tout dedans pour porter des éléments de plaidoyer auprès des collectivités notamment. Oui, je voulais justement rappeler ce rapport, renforcer le financement des associations, une urgence démocratique du CESE, qui est aussi une base sur laquelle justement le mouvement associatif et d'autres travaillent sur ce projet de proposition de loi. Peut-être on peut le mettre aussi dans le chat. Et il y avait aussi Jean-Baptiste qui rappelait l'excellent guide des relations entre associations et collectivités publiques d'Opale. Il y a aussi un projet de le mettre à jour qui est en route. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres réactions? Marianne, Oui. d'un mot pour compléter ce que dit Gloria, ça pose vraiment quelques éléments hyper importants. Et donc, effectivement, il y a ce guide d'Opale. Justement, j'entendais récemment Luc, le directeur d'Opale, mais ça a vérifié avec lui, etc., qui disait que les problèmes juridiques, quantitativement, était posé beaucoup plus sur les marchés publics que sur les subventions. Et donc, ça, c'est aussi un élément qu'on peut poser quand on est en interlocution avec les services juridiques,
des collectivités territoriales. Et je pense qu'effectivement, il y a une certaine urgence à reprendre ce guide, à l'actualiser, à le généraliser. C'est-à-dire que le guide a été fait dans un premier temps, même s'il vaut pour tous les secteurs d'activité, par Opal, donc avec le prisme association culturelle, mais je pense que par exemple, si les ressourceries peuvent contribuer à l'actualisation de ce guide, c'est très bien, d'autant plus que ça ne va pas suffire. Je pense qu'il va falloir que, à partir de cette actualisation du guide, on arrive à mettre en place un vrai programme de formation, y compris avec le mouvement associatif, pour former sur le terrain et pour battre en brèche cette espèce de culture de la surinterprétation des règles européennes, en fait, qui a des conséquences énormes. Et si on ne fait pas ça, on arrivera difficilement à être audible sur une des préconisations du rapport CESE, qui est de rehausser la circulaire Valls en rang de loi. Et effectivement, il faut que ça passe par la loi. Et j'en profite pour dire, parce que Sarah Persil est là, que le 1er juillet prochain, il y a une initiative assez intéressante, puisque il y a un atelier des lois qui se déroulera à l'Assemblée nationale pour écrire une loi qui serait plus favorable au développement du monde associatif en France. Et qu'à cette occasion, on pourra tout à fait concrétiser, mettre noir sur blanc toutes ces intentions-là. Voilà. Merci Jean-Baptiste. Et Bruno, tu es intervenu dans le chat en disant « Territoire rural, on est aussi menacé par l'arrivée de marchés publics avec consultation des recycleries locales pour la forme. » Est-ce que tu veux nous raconter cette expérience et intervenir? Bruno, tu nous entends, à moins que tu n'aies pas ton... Ah oui, non, tu n'as pas mis ton micro. Il en écoute seul, oui. Tu n'as pas mis ton micro. Bon, donc écoute, le temps que tu te reconnectes, il faut que tu te reconnectes et que tu acceptes ton micro. Et peut-être Fabrice de Transrural, tu peux nous dire ce qui se prépare comme dossier à Transrural en quelques minutes, enfin en 2 Bon, minutes. bah, c'est gentil. J'ai mis un petit mail. Moi, j'écoutais beaucoup et c'était juste un petit point dans la revue Transrural, qui est une revue associative, participative et associative. Mais on vend des journaux. On pourrait se poser avec parfois de créativité, mais on va préparer là pour le mois de mai un dossier sur la question de la marchandisation. Et on va s'intéresser par rapport à notre lectorat aux questions rurales et agricoles en particulier, mais pas que. Voilà, avec les cafés associatifs, les épiceries, tout ça, je pense qu'on pourrait. Et voilà, moi j'enverrai un petit mail pour proposer une réunion en visio pour voir si les gens ont des idées sur ce qu'ils voudraient mettre dans un dossier. Mais au-delà de notre simple cas, et j'expliquais, on était preneur d'informations sur toute cette lucrativité et ce que ça fait, ce que ça crée, les montants, les sommes, pour qui, vers où. Au-delà du cas de Transrural, je pense qu'il y a pas mal de médias, et on est en contact avec eux, notamment du syndicat de la presse pas pareil, ou des plus gros médias que seraient Mediapart ou Basta, qui pourraient appuyer nos combats sur ces questions-là, en fait. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à les contacter. Voilà, en quelques mots, le dossier qu'on va publier à la fin du mois de mai. Merci Marianne. Merci Fabrice. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, réactions? Oui, moi j'avais levé la main, je ne sais pas si ça se voit, mais je voulais juste vous témoigner que pour moi, donc c'est Caroline de Terre de Liens, je voulais juste témoigner que dans les discussions sur la LOA qu'il y a eu, en particulier sur, je ne sais pas si vous savez, les chambres d'agriculture, le nouveau point accueil installation, en tout cas il était question d'un France Service Agriculture qui va devenir France Installation Transmission peut-être en termes de nom, mais il était question de mettre en place une instance de régulation de ça. Et à un moment donné, nous je dis les acteurs de l'agriculture paysanne avec les CIVAM, les FADEAR, les Miramap, et on a demandé à ce qu'il n'y ait pas de structure lucrative dans ces organes de surveillance de ce France Service Agriculture. Et alors là, je vous explique pas les levées de boucliers, en fait, la non-compréhension, en fait, du terme non lucratif qu'on amenait là au sein du ministère et qui n'était pas du tout entendu, accepté. En tout cas, ça montre, pour moi, ça montrait en fait un niveau de manque d'acculturation sur cette question-là, quoi. C'est-à-dire que beaucoup de gens dans ces milieux-là
lucratif, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Alors c'est vrai que ça demande en effet cette finesse de définition, hein, mais en fait, ils voulaient nous mettre les assurances et les banques en fait dans ces organes de surveillance de ce service d'intérêt, de délégation de service public, quoi. Donc voilà, juste vous témoigner de ça qui moi m'a montré à quel point il y avait un besoin de parler de ça en fait et d'expliquer cette différence et qu'on a tout un secteur aujourd'hui qui existe, qui est associatif ou de l'ESS, mais de la vraie ESS aussi. Moi, je me suis rendu compte aussi à quel point, depuis la loi de 2014 de Benoît Hamon, les choses ont dévié en fait. Et donc, moi, j'arrête pas de dire aux gens, mais l'ESS, la vraie, celle d'avant 2014, pour justement faire une différence avec ce qui s'est passé, avec ces labels ESUS, etc. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de besoin d'expliquer, en tout cas, de toutes ces choses qui ont dévié à un certain moment. Voilà, je voulais juste témoigner de ça. Merci Caroline. Bruno, tu as retrouvé ton micro, donc tu peux y aller. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Très bien. Désolé de ces péripéties. Je voulais juste signaler que nous, on est invités on est dans Lyon, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la Californie. On a plutôt peu de recycleries. On a une recyclerie dans notre tiers-lieu de la Californie et on est invité par la communauté d'agglos du territoire voisin, Auxerre, pour ne pas le nommer, comme consultation des acteurs de l'ESS dans le cadre d'un projet de reformulation des enjeux de la déchetterie de la communauté d'agglos. Donc on voit bien le degré territorial communautaire qui vraisemblablement doit être désireux de faire venir des groupes de type commerciaux, genre Vinci ou autres majors de la multi-activité collectivité. Et on est invité, on n'a pas très envie d'y aller parce que d'abord c'est pas notre territoire, mais on sent bien qu'il y a un intérêt à comprendre ce qui va se jouer là, ne serait-ce que par les effets de capillarité qui peuvent se produire avec notre propre communauté d'agglos. Et effectivement, nos rapports avec la déchetterie sont plutôt corrects parce que les gens ne comprennent pas très bien. Hein. Il faut dire que les interlocuteurs ne sont pas très, pertinents. Et notre relation, elle est un peu biaisée. Nous, on est un peu exploreurs, un peu à l'avant-garde, sans prétention. Et eux, ils exécutent des tâches très contraintes. Et on se retrouve avec un glissement qui ne dit pas son nom, dont on redoute qu'il y ait effectivement un effet de « Ah ben, si Auxerre fait ça, on va faire pareil ». Et du coup, on imagine, mais c'est un peu de l'inquiétude par avance, que demain, on va être confronté au même régime de consultation-confrontation et il va falloir faire bonne figure ou soit pour être sollicité, pour être partie prenante d'un truc plus gros qui va nous dépasser, dont on n'a pas partage du sens, et en même temps un risque de devoir être simplement renvoyé à la partie minuscule on a consulté les associations et elles ne sont pas désireuses de faire partie du truc, donc circuler, il n'y a rien à voir. Donc on imagine bien qu'il y a des enjeux larvés derrière ce genre d'initiative de collectivité qui refondent leur service public de déchetterie en faisant rentrer des grosses majors de l'activité et que derrière il se profile quelque chose de dangereux. Bon, c'est peut-être de l'inquiétude à blanc, mais voilà ce que je voulais témoigner, parce que comme on est peu de recycleries qui s'ancrent quand même de plus en plus en mode petite commune qui dit tiens, moi j'aimerais bien avoir ma petite recyclerie aussi, le champ peut se déplacer assez vite en fait. Voilà, c'est fini. Merci Bruno, il y avait Georges qui voulait prendre la parole. Oui, ben c'est un petit mot pour poursuivre dans la réflexion de Bruno. Ne jamais oublier que les réseaux régionaux et nationaux des recycleries et des ressourceries est à ta disposition pour essayer de faire des propositions
et en particulier de développer tout ce qu'il est possible de développer en termes associatifs, y compris sur les territoires voisins. On a certainement les uns et les autres dans les communes ou les intercommunalités voisines des contacts qui pourraient être intéressés par une initiative de création d'une activité de réemploi solidaire. Et sans forcément avoir à s'installer auprès de la collectivité voisine et à faire de l'impérialisme territorial, il y a au contraire à faire de la réticularité solidaire entre structures associatives pour pouvoir répondre à ces interrogations des collectivités. Et il faut arriver à montrer que nous, on a des réponses qui sont pertinentes et percutantes, beaucoup plus que les grandes entreprises qui, par exemple, vont complètement délaisser des pans entiers de l'activité des recycleries et ressourceries du type lien social, sensibilisation, travail sur les modes de consommation, voire même travail sur les modes de production et de répartition de la production. Je crois que là, c'est vraiment montrer aux collectivités qu'elles ont, au-delà de la fonction technique, une fonction politique et organisationnelle sociétale, et donc elles ont des acteurs sur le terrain en capacité de les accompagner. Ne pas oublier non plus qu'on est en 2025 et que dans un an, il y a des élections municipales. Merci Georges. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Est-ce que Gloria ou Maxime, vous voulez ajouter quelque chose à la réflexion, faire un petit point de conclusion? Bah, ouais, peut-être terminer sur le fait qu'effectivement, la question de la formation des élus et des techniciens, c'est quelque chose de particulièrement important dans tous ces sujets-là, que les collectivités sont clairement des alliés objectifs dans cette lutte si on arrive à bien les embarquer avec nous. En tout cas, face aux acteurs du réemploi lucratif, nous, c'est là-dessus qu'on mise beaucoup. Et donc nous, on y travaille. On a construit un guide à destination de nos adhérents sur la question des relations entre les collectivités et les ressourceries. De là, on est en train de construire un MOOC à destination de nos adhérents là-dessus. Et puis, la prochaine étape, c'est effectivement de construire des supports de formation pour les élus et pour les techniciens. Et c'est quelque chose... bon, il y a des spécificités de notre secteur d'activité, mais il y a beaucoup de choses qui sont du commun, qui sont du collectif, et donc pourquoi pas aussi partager tout ça, quoi. Merci Gloria. Je vois que Dominique a levé la main assez rapidement parce qu'on a plus que... Oui, pardon, mais c'était une question parce que dans le 20e, donc on travaille avec une agence qui s'appelle La Pile dans le cadre de Territoire Zéro Chômeur, qui nous semble vertueuse, qui nous aide. J'avais posé la question dans le chat. Voilà, je voulais savoir si nos amis là, ce que vous pensez de se faire aider de temps en temps par des agences au niveau de la communication qui peuvent peut-être nous empêcher de nous faire répondre à des sollicitations marchandes diverses, quoi. Mais bon, peut-être que c'est une autre question, je sais pas. Gloria, je sais pas ce que tu penses. J'avoue que j'ai pas trop bien compris la question. Il est tard. Je vois pas. Marianne, tu comprends pas non plus ma question? Non, j'ai pas totalement saisi, non. Bon, parce que il y a des agences de communication qui... alors, est-ce qu'elles sont aidantes? Je voulais savoir, voilà, si vous aviez un avis sur ces agences de communication avec lesquelles on pouvait travailler, mais c'est effectivement dans le cadre que ce soit Territoire Zéro Chômeur ou que ce soit l'expérimentation de la caisse alimentaire solidaire, etc. Bon, voilà. Moi, je me permets juste de répondre, mais il existe des agences de communication qui ont dans leur cahier des charges, voire même dans leur forme juridique, une préférence pour l'ESS, pour
l'économie circulaire, pour nous le réemploi solidaire. Je ne sais pas si là c'est l'occasion de donner le nom d'une ou deux agences, mais ça existe. Il existe des agences qui, par leur nature politique et la nature de leur message, vont être en concordance avec nos démarches. Mais ce n'est pas forcément les grandes agences dont on entend parler tous les jours. Mais pour avoir travaillé avec certaines de ces agences, je pense qu'il y a des possibilités d'avoir un accompagnement communicationnel pertinent. Moi, et effectivement, Georges, et ça me fait penser à la différence. Enfin, moi, je vois une différence de l'extérieur, mais c'est pas mon cœur de métier quand même, hein, entre cette agence qui s'appelle La Pile, je sais pas si tu connais, et l'agence qui s'appelle La Ruche qui dit non. Qui dit oui, pardon. Ah ouh. Mais c'est pas une agence, La Ruche qui dit oui. C'est pas une agence, c'est quoi? C'est pas une agence de communication, c'est une structure. Non, elle est sous forme associative, La Ruche qui dit oui. Je sais pas. Non, elle est sous forme d'association. C'est une ESS, mais c'est pas une. D'accord. Ok. Bon. C'est pas une association. Et puis elle a une forme un peu. C'est pas une agence de com, hein, ni de voilà. Non. Ah, ils se disent aidants, ils rentrent dans des projets pour aider. Ah, tout à fait. Oui, c'est pas pour aider. C'est un peu comme le groupe SOS, La Ruche qui dit oui. C'est ça, voilà. C'est pas pour aider qu'ils s'approchent des structures. Okay. C'est pour manger. C'est pas non lucratif, La Ruche qui disent oui. C'est dans les mêmes, idées de effet Canada Dry. Hein. C'est des beaux mots, mais c'est dans une optique. C'est une start-up qui a récupéré les AMAP, grosso modo. Ouais, voilà. Merci. On arrive à la fin de ce temps. Moi, je me dis que c'est extrêmement riche et je trouve très riche de pouvoir croiser les expériences de différents réseaux. Et je trouve que ce qu'on a croisé là ce matin, il faut qu'on arrive à poursuivre un peu ce travail pour se rendre compte qu'en fait, c'est pas un secteur, mais c'est vraiment le secteur associatif qui est traversé par ces logiques de financiarisation, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut les qualifier, puisque c'est un déplacement de grands acteurs financiers aussi vers ces secteurs qui peuvent ouvrir de nouveaux marchés financiers avec des nouveaux mécanismes de financement, des nouveaux mécanismes lucratifs, d'investissement lucratif. Donc, je pense que c'est qu'un début, ce temps-là, et on va essayer je vais essayer de faire un texte à partir de tout ce qu'on s'est dit, je pense qu'on aura peut-être un deuxième temps comme celui-là, ou peut-être sous une autre forme, à réfléchir, avec aussi Terre de Liens et le travail que vous faites pour vous différencier et pour montrer la particularité de Terre de Liens par rapport à ces acteurs. Je vous remercie tous et toutes pour vos interventions, et je remercie particulièrement Gloria et Maxime pour leurs interventions qui nous ont vraiment éclairé ce matin. On partagera effectivement, dit Isabelle, les notes et les ressources à tous les participants et participantes. Et puis à la prochaine, on a, si vous voulez continuer à travailler avec nous toutes ces questions aussi, on se retrouve en assemblée permanente des associations citoyennes le 7 mars à la CIMAD. Et voilà, bonne journée, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup, à très bientôt. Et au revoir l'équipe. Merci, au revoir. Au revoir, merci.